Fidèles téléspectateurs, chers cassessistes, une fois de plus, je suis très heureux de savoir que vous disposez toujours de votre temps afin de nous suivre en temps réel au travers de votre émission La Trompette du Révérend qui aujourd'hui met en exergue une thématique la plus simple, à savoir l'enseignement dans l'Église Bon Nouveau Message KCC et son impact au sein de la société cassessiste et non cassessiste. Et celle-ci va nous être élucidée par mon invité que vous allez découvrir dans quelques instants. Aussi, nous aborderons les points liés à la coordination des écoles conventionnées de l'Église Bon Nouveau Message KCC. Fidèles téléspectateurs, chers cassessistes, la présentation de mon invité. Révérend apôtre Théophile Fitambiavanga, chef des paroisses de Kindele à Kinshasa. Il est le coordinateur de la commission de rédaction à la commission scientifique. Professeur d'université, aussi coordonnateur des écoles conventionnées de l'église Bon Nouveau Message KCC. L'invité de l'émission La Trompette du Révérend. Révérend, qu'est-ce que d'emblée les téléspectateurs, surtout les cassessistes, peuvent retenir de ce mot enseignement? Avant toute chose, merci pour la disponibilité que vous avez manifestée en venant nous rencontrer ici à Kindele, au siège de notre paroisse. C'est aussi une occasion pour nous d'exprimer nos sincères remerciements à la suprématie de l'Église, parce que vous êtes une presse de l'Église, et donc si vous manifestez une attention particulière à l'enseignement dont je suis responsable, donc c'est quand même une marque d'attention qui nécessite une reconnaissance vis-à-vis de l'autorité de l'Église et de la presse qu'elle organise pour la communication au sein de notre œuvre, l'œuvre de l'Éternel qui constitue l'Église Bon Nouveau Message KCC. L'enseignement. Bon, l'enseignement, d'abord, prenons l'action, enseigner. Enseigner, c'est une action organisée pour la transmission du savoir-faire et du savoir-être. Donc, c'est pratiquement tout un ensemble, tout un système organisé pour transmettre les savoirs, les savoir-faire et les savoir-être auprès des individus, qu'ils soient enfants, adolescents, adultes, afin qu'ils puissent devenir capables de se prendre en charge, d'être autonomes et de pouvoir s'intégrer dans la société. C'est une action organisée pour la simple raison que ça nécessite des espaces, ça nécessite des infrastructures, ça nécessite des ressources humaines formées pour cette action-là. Ça nécessite aussi un programme, parce qu'on ne peut pas enseigner dans la divagation, on ne peut pas enseigner dans les désordres. Mais l'enseignement est programmé au regard du type d'homme qui est prévu dans la société, de manière à ce que la finalité, les objectifs, les contenus éducatifs, les matières, ainsi que les approches méthodologiques soient organisées et bien préparées. Donc l'action d'enseignement, c'est tout un système. Et ça nécessite aussi des structures de gestion. Par exemple, une sous-division, comme dans l'enseignement non conventionné, une sous-division dans l'enseignement conventionné. Vous avez la conseillerie, la coordination sous-provinciale, provinciale et tout ça, jusqu'au niveau du ministère. Parce que nous sommes dans une république, donc jusqu'au niveau du ministère. Ces structures-là sont utiles et ils font partie de cette action organisée qu'est l'enseignement pour permettre à chacun de cultiver des connaissances, des savoirs, des savoir-faire, des savoir-être, afin qu'ils deviennent autonomes, capables de se prendre en charge et même de pouvoir s'intégrer dans la société dans laquelle ils vivent. Donc c'est ça l'enseignement. L'enseignement, ok. Maintenant, dites-nous un peu, comment est-ce que le prophète de l'Éternel Dieu et fondateur de l'EBNM KCC s'était inscrit directement à la voie de l'enseignement? Prophète de l'Éternel Dieu, le prophète d'Isolélé n'était pas n'importe qui.
il avait une mission qui avait double vocation, c'est-à-dire la prédication de la parole de l'Éternel Dieu et puis la création des œuvres sociales. Et l'enseignement se trouve dans les œuvres sociales, en plus de la parole de l'Éternel Dieu qui devait prêcher. Donc, cette double face de son enseignement a nécessité que l'école soit parmi les œuvres sociales. C'est comme ça qu'il a créé l'école. Et l'école cassiciste n'est pas tout simplement créée pour un savoir scientifique ou un savoir simple, mais il y a aussi dans les savoirs, mais il y a aussi la connaissance de l'Éternel Dieu, la connaissance de la parole de Dieu. Donc, je voulais dire ici l'enseignement de la religion entre dans les savoirs qu'un être humain doit acquérir pour connaître Dieu, pour les servir et pour le salut de son âme. Parce que s'il n'a pas ces informations-là, s'il n'a pas ces connaissances-là, mais comment il pourra accéder au ciel? C'est un être humain qui est dans une société, donc il doit savoir acquérir les connaissances. Et l'école, donc l'enseignement, constitue un axe du domaine social, bien sûr, mais un axe pour la prédication de la parole de l'Éternel Dieu, en plus des savoirs scientifiques, des savoirs sociaux, pour le devenir et l'intégration de l'être humain dans la société. Ok, c'est pourquoi la coordination des écoles conventionnées de l'EBNM KCC a été confiée à votre modeste personne. Parlez-nous un peu de ces désignations. Comment et pourquoi le prophète avait estimé bon de vous confier cette lourde mission? Merci beaucoup. Bon, d'abord, la coordination elle-même, c'est un processus, hein, parce qu'on ne crée pas une coordination simplement comme ça, autour d'un vide. Mais la coordination. Nous avons commencé par une conseillerie. Donc, après avoir obtenu, parce qu'à l'époque, pour créer une conseillerie, il fallait avoir 15 écoles. 15 écoles. Et donc, lorsqu'on a atteint une quinzaine d'écoles... Excusez, 15 écoles sur toute l'étendue du territoire ou bien seulement dans une... bien sûr, dans un territoire bien déterminé. Okay. Donc, à l'époque, quand on avait une quinzaine d'écoles, eh bien, ici à Kinshasa précisément, et il était question maintenant qu'on puisse avoir une conseillerie qui était rattachée au bureau même de son éminence, le chef spirituel, et dirigé par le défunt, le mari de maman présidente. Fait prédit Nzita Wanemutu, voilà. Donc, il dirigeait cette conseillerie-là avec ce nombre d'écoles-là. Et petit à petit, mais on était liés à l'armée d'Issali, associés à l'armée d'Issali. Ah, ok. Oui, donc, nous dépendions. Nous étions une conseillerie au sein de la coordination nationale de l'armée d'Issali. Voilà. Et nous avons évolué jusqu'à atteindre un certain niveau. Eh bien, le secrétariat général à l'enseignement primaire, secondaire et professionnel à l'époque avait estimé nécessaire de nous octroyer un arrêté, une coordination urbaine, parce qu'on avait déjà atteint un grand nombre d'écoles. Ah, c'était la conditionnalité. Pratiquement une quarantaine. Donc il fallait maintenant qu'on nous donne une coordination urbaine. Et là, c'est du temps du secrétaire général, paix à son âme, le secrétaire général Lukubama, oui. Alors c'est lui qui nous a intégrés dans le circuit pour que nous puissions obtenir, il a préparé le projet d'arrêté qu'on a soumis au ministre à l'époque. Le ministre l'avait signé et nous avons obtenu une coordination urbaine. Maintenant, il était question de chercher quelqu'un qui pouvait gérer cette coordination-là. Et alors, papa a estimé nécessaire que j'étais la personne attitrée pour pouvoir gérer cette coordination. Et c'est depuis pratiquement 2006, le 10 janvier 2006 qu'il m'a confié, qu'il m'a notifié officiellement pour que je puisse assumer cette lourde charge. Voilà, parce que l'arrêté, il l'avait obtenu en novembre 2005. Et alors, en janvier 2006, il m'a confié la charge de gérer cette coordination et les cadres aussi appropriés pour ça. Voilà.
Ok, s'il fallait maintenant dresser un bilan à mi-parcours, bien sûr, de votre action à la tête de cette structure, que diriez-vous aux téléspectateurs? Ok, bon, c'est vrai que 20 ans après, hein, parce que maintenant bientôt 2006, Oui, hein, oui, donc oui, oui. 20 ans après, nous avons quand même produit quelque chose. Je ne voudrais pas être un peu dans Satisfaction l'autosatisfaction, hein, mais toujours est-il que nous avons quand même évolué. Et pendant, du moment où son éminence lui-même était en vie, sur cette terre des hommes, avant qu'il ne puisse tirer sa révérence, il m'a accompagné tout au long de ces processus. Parce que maintenant, nous avons atteint un grand nombre d'écoles. Dans le Congo central, à Kinshasa, ici, on a le nombre d'écoles. Dans le Katanga, dans le Sud Kivu, dans la Chopo, donc à Kisangani, nous avons créé beaucoup d'établissements scolaires sous l'impulsion de son éminence lui-même. Et maintenant, là, nous progressons. Nous progressons. Donc, de ce côté-là, l'accroissement en nombre d'écoles constitue un indicateur objectivement vérifiable, hein, que nous avons assumé. Et la gestion administrative, la gestion pédagogique et même la gestion financière de tous ces établissements scolaires qui nous a été confié. Donc jusque-là, il est assumé en bonne et due forme. Et malgré que nous ne manquons pas de problèmes, hein, des problèmes sérieux qui nécessitent un appui. Et c'est là où j'en profite pour féliciter le chef spirituel, le chef de l'Église qui vient d'initier, qui est dans le calendrier ecclésiastique une journée de l'enseignement. Ok, nous allons y arriver. Exact. C'est d'ailleurs la clé de cette entrevue. Très bien. Révérend, certains parents qui ne sont pas membres de votre église vous accusent d'accorder des fois, si pas toujours, un traitement de faveur aux élèves adeptes de votre église. Pouvez-vous avoir une réaction par rapport à ça? Non, un parent qui vous apporte un tel message. Surtout pendant la période de, comment on appelle ça, de délibération. Oh, non, non, non. Un parent qui vous apporte un tel message, d'abord, il ne peut pas généraliser les choses. Il ne peut pas généraliser les choses. Peut-être que c'est dans une école où il s'est retrouvé, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est rare. C'est rare. Et d'ailleurs, c'est un indicateur qui vous montre que dans nos écoles, il n'y a pas que des catéchistes, à la fois comme apprenants et comme enseignants. Donc, nous prenons les individus selon les compétences. Nous recrutons le personnel selon les compétences. On ne tient pas seulement compte d'appartenance à l'Église. Non. Et les enfants qui viennent de partout, nous les prenons. Parce que nous voulons d'abord servir l'être humain en bonne et due forme, de manière à ce qu'il devienne capable d'acquérir les savoirs, les savoir-faire et les savoir-être utiles pour qu'il soit utile à lui-même et à la société dans laquelle il évolue. Alors, accorder une faveur à un enfant parce qu'il est catéchiste, c'est une erreur grave. D'ailleurs, si un tel chef d'établissement, un parent pareil, venait me voir pour m'indiquer le chef d'établissement qui aurait commis une telle erreur, et pratiquement ce chef d'établissement sera sanctionné. Parce que à quoi bon aller accorder une faveur de ce genre à un enfant ou à un apprenant, qu'il soit catéchiste ou pas? Pourquoi? Parce qu'on lui rend un mauvais service. S'il n'a pas de capacité, s'il n'a pas des aptitudes requises, des aptitudes, des connaissances, des compétences nécessaires pour son autonomie, à quoi bon lui accorder une telle faveur? On lui rend un très mauvais service. Donc un tel chef d'établissement, quand un tel dossier me parvient au bureau, en tout cas il faut qu'on ouvre un dossier disciplinaire. Exactement, parce que je ne peux pas tolérer ça. C'est rendre un mauvais service à un enfant. Ce genre de favoritisme, en tout cas, ce sont des anti-valeurs d'ailleurs pour lesquelles nous luttons. Ok, là on a compris. La thématique le dit clairement, l'enseignement dans l'Église, bon nouveau message KCC, et son impact au sein de la société, catéchiste et non catéchiste. Exact. L'instauration de la journée de l'enseignement
au sein de l'Église Bon Nouveau Message KCC. Qu'est-ce que ça vous inspire? Oui, je voulais dire tout simplement, dans un premier temps, de présenter mes sincères remerciements au chef spirituel et de l'Église qui a eu cette initiative pour créer une journée de l'enseignement, de façon à pouvoir mobiliser les ressources humaines, mobiliser les moyens pour le développement de ce secteur qu'est l'enseignement au sein de l'Église, parce que ça fait partie de l'œuvre du prophète de l'Éternel, son éminence, d'Isolé Lempungu Wafiduswa Isaac. Donc l'enseignement constitue un grand socle. Donc cette journée de l'enseignement est venue pratiquement renforcer la cohésion d'abord entre les gestionnaires du système d'enseignement ainsi que les gestionnaires des entités paroissiales. Vous savez que le processus qui est en cours, tel que c'est prévu dans le programme, tout ce qui va être mobilisé, seront gérés par les chefs d'entités et leurs provinces ecclésiastiques par le biais de l'intendance provinciale, n'est-ce pas? Excusez-moi. Et ce qui sera géré, ce qui sera perçu au niveau des extensions, sera aussi géré à la suprématie par le biais de l'intendance générale. Donc, cette opportunité que le chef de l'Église vient de nous offrir constitue un moyen pour qu'il y ait une collaboration fructueuse entre les chefs d'établissement scolaire et les chefs d'entité. Il y aura donc une cohésion. Et ça va renforcer l'entente parfaite, ça va renforcer l'assistance de la paroisse sur l'école. Donc, en ce moment-là, toute la mission du prophète d'Isolé est en train de s'exprimer, prêcher la parole de Dieu et investir dans les œuvres sociales. Donc, c'est pratiquement une grande opportunité, une grande vision que le chef de l'Église vient d'exprimer pour le bon fonctionnement de notre secteur de l'éducation. Nous avons des problèmes sérieux qui nécessitent un appui. Je vous ai dit tantôt que enseigner, ça nécessite une mobilisation des ressources. Je prends par exemple le matériel didactique. Lorsque vous avez une option comme la biochimie, vous devez avoir un laboratoire au sein de l'école. Obligé. Voilà. Vous devez avoir un laboratoire. Mais imaginez-vous qu'une option biochimique qui fonctionne sans laboratoire, quelle est la qualité de l'enseignement? Ça a un impact négatif sur la qualité de l'enseignement qu'on donne aux élèves. Vous avez une section commerciale qui fonctionne dans une école, avec la mondialisation actuelle, avec tout ce que nous avons comme... S'il n'y a pas un service informatique, il n'y a pas d'ordinateur, mais quelle est la valeur de cette section commerciale? Donc il y a pratiquement un vide de clients. Je peux multiplier les exemples. Je prends par exemple la coupe et couture. C'est une option qui est organisée au secondaire. Mais quand vous avez une option comme la coupe et couture, sans une salle de machines, quelle est la qualité de l'enseignement que vous donnez aux enfants? Donc ce sont des choses qui sont qu'on doit compléter. Je ne dis pas que nous n'en avons pas. Non, nous en avons. Mais il faut accroître le nombre de matériel de telle sorte que les enfants soient beaucoup plus intéressés. Parce que plus l'école est équipée en matériel, plus ça attire aussi l'attraction des parents et même des enfants eux-mêmes qui viendront apprendre. Donc c'est un peu ce côté-là qui me paraît être le plus important. Et il y a aussi le fait que nous pouvons aussi ouvrir d'autres établissements scolaires parce qu'il y a des milieux, l'Église est en train de s'étendre de plus en plus dans des milieux reculés. Alors dans ces milieux-là, s'il n'y a pas une école au profit des cassessistes ou au profit des gens qui sont aux environs, eh bien, ça crée un vide. Ici, nous sommes ici à la paroisse de Kindele. Et Kindele, jusque-là, c'est la paroisse, c'est le temple d'abord. Mais dès que nous terminons tous ces travaux, eh bien, nous envisageons aussi créer une œuvre sociale qui pourra être du domaine de l'enseignement ou soit du domaine de la santé, etc. Parce que l'espace, il y en a. Nous devons arriver à créer toutes ces œuvres-là parce que ça fait partie de la vision du prophète de l'Éternel. Prêcher la parole de Dieu
et construire les œuvres sociales. Ok, professeur, votre coordination compte aussi de ce qu'on appelle les enseignements spécialisés. Oui, les enseignements spécialisés, bon, au stade actuel, nous sommes en train de nous préparer pour aller à cette dimension-là. Okay. Mais nous sommes encore sur l'enseignement général. Nous sommes encore... mais notre souhait est de créer des écoles inclusives. Voilà. Donc, nous voulons créer des écoles inclusives. Là, c'est un grand sujet. Bien sûr. C'est vraiment un grand sujet à ouvrir. Oui. On ne peut pas ici ouvrir la boîte de Pandore. Je sais que c'est... Oui. Ce n'est pas donné à tout le monde. Hein. Nous visons ça. C'est parmi les objectifs. Donc, nous sommes en train de nous préparer. Et d'ailleurs, cette journée de l'enseignement vient nous renforcer pour matérialiser cette piste-là. Parce que ça va nécessiter des infrastructures, ça va nécessiter un personnel formé, préparé. Et donc, c'est nécessaire. Dans cet enseignement inclusif, nous voulons accorder l'opportunité de former, de scolariser à la fois les enfants valides dans une même salle de classe avec les enfants en situation de handicap. Et pour cela, il faut un personnel compétent, il faut un personnel préparé. Et les malentendants, par exemple? Bien sûr, les malentendants pourront faire partie. Le langage des signes est là. Okay. Il y a des contenus qu'on peut pratiquement donner à des enseignants, qui sont d'abord des enseignants ordinaires aujourd'hui, mais qui peuvent devenir des enseignants spécialisés grâce à toutes ces formations-là, par exemple le langage des signes, par exemple l'écriture braille, tout ça. Donc, même la psychologie de ces enfants-là qui sont en situation difficile, comment ils peuvent travailler en collaboration avec les enfants valides dans une même salle de classe pour renforcer l'inclusivité, pour renforcer la solidarité entre ces enfants et ceux qui sont valides. Donc là, c'est notre vision. Oui. Nous nous préparons pour ça. Moi, j'ai défendu ma thèse, d'ailleurs, dans ces domaines-là. Ce n'est pas pour rien que je me suis préparé dans cette logique-là, de telle sorte que le moment venu, que ça devienne une réalité au sein même de l'Église. Okay. Exactement. Et les prophètes m'ont préparé pour ça. Certains téléspectateurs qui sont en train de nous suivre, peut-être qui n'ont pas bien compris l'enseignement spécialisé. Si vous pouvez dire un mot par rapport à ça et puis on passe. Bon, l'enseignement spécialisé, c'est lorsqu'il s'adresse à des enfants en situation d'handicap, en situation difficile, comme les enfants en situation de handicap. Ça, c'est l'enseignement spécialisé. Mais l'enseignement inclusif, on met et les handicapés et les valides ensemble. Donc là, c'est inclusif. Mais si on se limite seulement à l'enseignement spécial, là, on ne s'adresse qu'aux enfants, par exemple, aveugles, aux enfants qui ont un handicap moteur, aux enfants qui ont un handicap sensoriel. On peut citer plusieurs types d'handicap. Là, c'est l'enseignement spécial. Mais nous ne voulons pas seulement que notre enseignement devienne seulement spécial. Notre rêve, c'est que cet enseignement-là soit inclusif. Pourquoi? Parce que l'école créée par le prophète d'Isolélé, c'est une porte d'entrée dans la voie qui conduit au salut de l'âme. Donc, on ne va pas seulement mettre l'enfant qui va au salut de l'âme, seulement celui qui est valide. Mais il faut aussi penser à celui qui est en situation de handicap. Or, s'ils sont ensemble, la solidarité va être renforcée, la cohésion va être renforcée, et même au niveau national, ça aura un impact beaucoup plus riche encore. Là, j'ouvre une petite parenthèse que nous allons refermer vite. Les temples, on dit qu'à Kinshasa, nous sommes à l'heure de la modernisation des temples. Et si l'on voit très bien, les temples qui sont en train d'être bâtis par les Benem KCC à Kinshasa, cet aspect-là des moteurs, par exemple, n'est pas vraiment pris en compte. Et pourtant, nous sommes à l'heure où la technologie ne fait qu'évoluer par rapport à ça. L'aspect moteur. Voilà. Les malades, par exemple, les temples, on ne prévoit rien en termes de, par exemple, pour prendre l'escalier, monter, je comprends. Les installations hygiéniques très bien. propres à eux. Ah bon, la question, je l'ai compris. Oui. Je l'ai compris. Donc,
Votre souci, c'est que vous posez la question sur l'inclusivité même de personnes vivant avec handicap. Et bien sûr, bien sûr. Mais si nous commençons par l'enseignement, je viens de vous dire que ce que le chef de l'Église vient d'inaugurer comme stratégie en organisant la journée de l'enseignement va devenir un facteur de lien entre l'école et la paroisse, n'est-ce pas? Entre les chefs d'établissement et les chefs de paroisse, les chefs d'entité. Donc, si déjà au niveau des écoles, nous atteignons cet objectif-là de créer une école inclusive, eh bien, ça aura des répercussions sur les paroisses. Ça aura des répercussions sur nos entités de base. On finira par avoir des temples où on pense il y aura des espaces d'inclusion des personnes vivant avec handicap. Voyez, donc on ne va pas laisser cela comme ça. Non, mais il y aura des espaces d'inclusion. Et même les chefs de paroisse seront formés, n'est-ce pas, à une prédication inclusive. C'est-à-dire, ils verbalisent ici, mais entre-temps, ils associent le langage des signes pour les sourds qui est là, qui est venu suivre la prédication. Donc, il est là. Il prêche sur le plan verbal, il verbalise son message, mais en même temps, il associe le langage des signes au profit de cet enfant-là, ou bien ces parents-là, ou cette maman-là, cette dame-là, cette demoiselle-là, qui est sourde, qui n'entend pas. Donc lui aussi bénéficie du message de KCC prêché par les prophètes d'Isolélé. Voilà, donc il faut que cette inclusivité commence d'abord dans les circuits scolaires, et petit à petit, ça finira par s'intégrer dans les entités et même les infrastructures au niveau des paroisses. Voilà. Donc, ce que le chef de l'Église vient d'initier, je vous dis que ça aura un impact fructueux dans la gestion de notre système d'enseignement au sein de l'Église. Ok, ce n'était qu'une parenthèse. Nous la refermons. À quand une école de prestige dans l'Église Bon Nouveau Message KCC? Exactement. Une école de prestige, c'est devenu maintenant un besoin. Et d'ailleurs, depuis qu'on en parle dans notre système d'enseignement, même dans la radio, à la télévision, nous suivons les écoles de prestige. On en parle. Et nous avons grandement besoin de créer ces écoles de prestige. Mais d'abord, cette école de prestige doit d'abord commencer par l'infrastructure. N'est-ce pas? Dès que nous valorisons nos infrastructures, et tout cela part de cette journée de l'enseignement. Parce que ça, c'est l'apport de l'Église. Dès que nous valorisons les infrastructures, je prends l'Institut d'Isolélé Angili, si demain, à l'Institut d'Isolélé Angili, ça devient, on monte le bâtiment en étage, et tout ça comme l'a souhaité le révérend apôtre Ngoudiom, eh bien, ce sera déjà une école de prestige. Et donc, nous espérons que nous pourrons aller plus loin. D'autres paroisses pourront aussi imiter cet exemple-là et aller de l'avant. À Kimpese, ici, nous avons aussi, les prophètes nous ont légué une grande concession où fonctionne une école avec 1300 élèves. Vous voyez ça? Mais il faut encore construire des grands bâtiments. Donc, c'est un rêve. C'est un rêve. Avoir une école ou des écoles de prestige, nous en aurons. C'est un problème d'investissement. Et c'est là où je dis que l'initiative prise par les chefs spirituels de l'Église d'organiser une journée de l'enseignement va avoir des effets positifs dans plusieurs secteurs. Ok, nous allons terminer. La dernière question sera celle en rapport avec l'université KCCiste. Mais rentrons un peu sur cette journée de l'enseignement. Comment ça va se passer sur le plan pratique? La suprématie prend 2 jours, les 17, les 19. Comment ça va se passer? Bon, en fait, si on est arrivé à prendre 2 journées, 17, 19, simplement parce que le 17 octobre tombe un vendredi. Et donc, les cultes de manière... le culte dominical ne pourra se tenir que le 19. Tandis que le vendredi, il y aura des cultes, même au niveau des écoles. Il y aura des cultes, même au niveau des entités. Il y a des cultes sectionnaires qui se tiennent le vendredi. Il y aura des cultes. Mais l'essentiel que
chaque école, chaque entité sectionnaire, sous-sectionnaire, paroissiale puisse mettre les moyens qu'il faut, de telle sorte que le vendredi, on a ce qu'il faut, et puis les dimanches maintenant, c'est les grands cultes de clôture où il y aura et les paroissiens et les membres du personnel des écoles qui iront participer à ces cultes-là pour manifester leur présence. Est-ce que les parents d'élèves non catéchistes ont aussi compris ce message-là? Bon, là, c'est les comités de parents. Ce sont les comités de parents dans les écoles qui doivent sensibiliser les parents. Les parents intéressés peuvent bien venir. Et d'ailleurs, je les encourage. Un parent qui aime l'Église, un parent qui a une attention particulière sur l'espace d'apprentissage de son enfant, de son fils ou de son enfant, en tout cas, il serait intéressé à venir participer à ce qui. Mais cette mission de sensibilisation, nous avons donné le message. Maintenant, il reste au comité des parents dans les différentes écoles de pouvoir faire cette sensibilisation. Il y a des réunions qui se tiennent au moment où je vous parle, des réunions qui se tiennent, des comités des parents qui pourront prendre ces contenus et s'en servir. Ok. Dans sa circulaire, le chef spirituel et de l'Église s'est adressé à l'Église Bon Nouveau Message partout. Exact. Quel est le message que vous pouvez lancer aux catéchistes des États-Unis, du Canada, de France, de Bukavu, Goma, de Matadi, ainsi de suite? Tous les catéchistes dans le monde entier, d'abord, ne fût-ce que par connaissance et obéissance à l'œuvre de l'Éternel. Je connais les catéchistes et nous avons toujours été très attachés à l'exécution du message lorsque cela est dicté par la haute autorité de l'Église. Même du temps de son éminence, tout ce qu'il a légué comme instruction, on continue à les appliquer. Moisson, dons pacifiques et tout ça, on continue à les appliquer. Maintenant que c'est la journée de l'enseignement qu'on vient d'inaugurer au sein de notre Église, j'ai la ferme conviction que les catéchistes, partout où ils sont, ils s'impliqueront pour la mise en œuvre de ces... pour réaliser ce qui est projeté dans ces projets de célébration de la journée de l'enseignement. J'en ai la ferme conviction parce qu'on en a l'habitude. Et d'ailleurs, quand il s'agit de la formation de la jeunesse, ils savent bien que ce sont nos écoles. Mais ils vont s'investir. Ils vont s'investir parce qu'ils savent que c'est des écoles qui se trouvent ici, dans leur terre d'origine. Donc, et ceux qui sont à l'étranger, ils finiront toujours par se mobiliser pour que ils envoient leurs avoirs afin que nos écoles se développent et que notre enseignement aille de l'avant. C'était ça. Professeur, l'Église peut rêver à moyen ou long terme d'acquérir sa propre université? Ah, l'université, mais bien sûr. Mais bien sûr. Le chef spirituel, son éminence d'Isolé Lempungu Wafi de Soi Isaac, avait déjà cette vision. Vous vous souvenez? À l'époque, vous vous souvenez de l'histoire où ils sont allés prier à Matadi sous une montagne là et tout ça. Le révérend apôtre, le nom est parti. Onkeba. Georges Onkeba. Ils sont allés prier au-dessus de la montagne là-bas. Ils voyaient des élèves venir et tout ça, des gens comme ça. Ils disent, mais cette histoire finalement, dans la vision, il dit, mais dans cette église, il y aura même des élèves comme ça. Alors, une voix lui dit, Louvingila Louvanium. Louvingila Louvanium. Comme pour dire, attendez les universitaires. Ou attendez l'université. À l'époque, c'était l'université de Louvanium. Donc, le projet d'université est déjà dans cette vision-là. N'est-ce pas? L'université et les universitaires. Les universités. Mais nous sommes là, nous sommes en train de travailler. Nous venons à Louvanium. Louvanium, ce sont nous autres. Nous venons de terminer, nous sommes en train de travailler. Vous et moi, nous sommes dans les circuits. Nous sommes en train de produire pour l'Église. N'est-ce pas? Alors, il y aura encore d'autres universitaires. Mais au-delà des individualités qui doivent travailler, au-delà des ressources humaines, il y a aussi l'infrastructure, la structure universitaire qui viendra pour former
des cassessistes. Donc le projet d'université est en cours. Au moment où je vous parle, le chef spirituel nous a légué même des concessions, des espaces fonciers où cela devrait être créé. Et au moment où je vous parle, l'espace foncier qui va être exploité bientôt, enfin en cours de préparation, c'est Ambanzangungu. Ambanzangungu, vous voyez, du côté de Kaloma, là-bas, au côté de la Téné, il y a un espace foncier qui est là, où on est en train de préparer la création d'une université cassessiste. Tout va commencer par là. Nous avons déjà une commission technique qui y travaille avec des sous-commissions scientifiques, techniques, académiques, tout ça. On est en train de travailler sur ces projets pour créer l'université cassessiste. Et c'est pour bientôt. Donc on est déjà branché sur ce secteur-là parce que l'enseignement monte, n'est-ce pas? Nous avons aujourd'hui le cycle maternel, le cycle primaire, le cycle secondaire, mais le chef de l'Église, son éminence, le prophète désolé, a tenu à ce que nous puissions absolument avoir une université. Pourquoi? Nous avons une doctrine à défendre, une doctrine à vulgariser, mais on ne peut pas se limiter seulement à l'enseignement maternel, primaire et secondaire. Il faut absolument que nous puissions avoir une université où va fonctionner la faculté de théologie, par exemple, rien que la faculté de théologie. Et c'est comme cela que l'ouvrage que son éminence, le prophète, a laissé, le cassessisme, contient déjà la matière qu'il faut pour la faculté de théologie au sein de cette université. Parce que la théologie cassessiste constitue une richesse pour le salut de l'humanité, le salut des hommes. Donc, et ça va se matérialiser bientôt à l'université. Et c'est comme cela que je profite de votre opportunité que vous m'offrez pour que j'invite la jeunesse à ne pas seulement se limiter à des titres de gradué, licencié. C'est bon, mais il faut aller plus loin. S'il faut aller jusqu'à la thèse, c'est le meilleur. Licencié, gradué, je ne dis pas que c'est mauvais, parce que ça demande, pour aller plus loin, il faut aussi des moyens. Si on n'a pas assez de moyens, on n'a pas de soutien, c'est difficile d'aller jusqu'à la thèse. Mais pour ceux qui en ont les moyens, qui ne se limitent pas seulement D6, gradué, non, allez jusqu'à la thèse, parce que nous avons besoin d'un personnel académique, scientifique, bien formé pour la gestion de cette université, qui va s'ouvrir bientôt. Bientôt. Bientôt, nous aurons cette université. Pour l'instant, nous n'avons pas assez de docteurs de thèse. Je crois que si j'évalue un peu le nombre, on n'a pas encore atteint une dizaine. On n'a pas encore atteint une dizaine. Mais il y a des gens qui sont déjà là. Nous avons des doctorants d'abord. Oui, il y a des doctorants qui progressent, mais il y en a d'autres qui ont déjà terminé. Quand vous arrivez au Congo central, ici, vous en trouverez, je pense, 4 ou 5 qui sont déjà là. Là, c'est déjà positif. Donc, ici à Kinshasa, donc, on se prépare de telle sorte que quand nous avons beaucoup de docteurs de thèse, eh bien, nous enseignons dans l'université cassessiste, ça donne une garantie de la survie de cette université-là. Ok, professeur, nous sommes arrivés au terme de notre entrevue. Moi, je reviens toujours sur la thématique. Votre dernier mot par rapport à l'opération des 19? D'abord, c'est dire merci au chef spirituel pour cette initiative qu'il a prise. Je viens de vous démontrer tantôt que c'est une initiative qui aura des effets riches en contenu dans différents secteurs de notre enseignement au sein de l'Église. Ça aura des effets positifs qui vont permettre à ce que notre enseignement puisse aller de l'avant. Et je profite de l'occasion aussi pour encourager les chefs d'entité là où ils sont, qu'ils puissent se préparer, se mobiliser à pouvoir exploiter cette journée pour enrichir l'école cassessiste, de manière à le développer. Et l'occasion aussi paraît propice pour inciter les paroisses qui n'ont pas encore d'établissement scolaire de pouvoir
participer à cette création, à cette manifestation, pour que demain, eux aussi puissent en bénéficier. Parce qu'on pourra toujours créer dans chaque paroisse, en faire une exigence, qu'on puisse avoir une école dans chaque entité. Donc les paroisses qui ne sont pas dotées des écoles, qui ne s'inquiètent pas, qu'elles ne s'inquiètent pas, pardon, mais en tout cas, c'est l'occasion qui leur est donnée, et aussi pour pouvoir créer des œuvres sociales. Parce qu'on ne peut pas seulement se limiter à un temple, mais il faut aussi qu'il y ait des œuvres sociales, entre autres l'école, les centres médicaux, et ainsi de suite. Ok. Quelle est la question à laquelle vous attendiez et que je ne voulais pas poser? Une question à laquelle je m'attendais, ou que vous ne m'avez pas posée. Bon, en tout cas, je pense que vous avez tout abordé. Et merci pour votre intérêt, l'intérêt que vous manifestez à cette action. Et je voulais aussi profiter de l'occasion pour remercier davantage la presse de la suprématie pour cette descente ici à Kindele. Merci. Merci beaucoup, fidèles téléspectateurs, chers cassissistes. C'était là notre entrevue. Hein. L'émission s'intitule La clochette, non, la trompette du révérend. Désormais, vous la suivrez en tout cas constamment. Et les images que vous êtes en train de suivre sont l'œuvre de l'ingénieur Enoch Mabika, disciple, ingénieur, disciple David Masiala, ingénieur, disciple Apo Manenga. Mesdames, Messieurs, fidèles téléspectateurs, d'ici là, portez-vous bien et surtout, excellent suite de programme sur EBNM KCC Suprématie.